tous. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. La mission d'information qui est la nôtre a été créée suite au débat qu'on a eu cet été sur la moralisation de la vie publique, qui concernait essentiellement l'aspect élu dans le texte que nous avons voté. Et il y a quand même eu un certain nombre d'amendements et de discussions qui souhaitaient élargir cette discussion aux personnes issues de la fonction publique. Ce que nous avions souhaité à cette époque, c'était dire qu'on n'allait pas revenir sur le droit qui venait tout juste d'être changé, puisque la loi de 2016 et les décrets d'application sont sortis en février et mai. Et donc il nous semblait imprudent d'aller bouleverser ce qui était en train d'être mis en place dans les collectivités ou dans la fonction publique hospitalière ou dans la fonction publique d'État. Et donc nous préférions lancer cette mission d'information, faire un bilan d'étape et puis voir les points qui pouvaient être améliorés. Euh, Depuis maintenant le mois de septembre, nous avons donc commencé les auditions. Vous êtes aujourd'hui invité parce que dès le début de la mission d'information, on souhaitait traiter les trois versants de la fonction publique, à la fois la fonction publique d'État, territoriale et hospitalière. Et donc il nous a semblé intéressant de vous convier aujourd'hui à discuter avec nous de tous ces sujets. Nous recevons donc Madame Nathalie Desté, chef de l'inspection générale des affaires sociales, l'IGAS, Monsieur Dominique Martin, directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, accompagné de Madame Elisabeth Eraille, déontologue de l'agence, et Monsieur Frédéric Boiron, président de l'association des directeurs d'hôpital, accompagné de Madame Pascal De Wilde. Monsieur Pascal De Wilde. Voilà, je n'irai pas plus loin dans la présentation. Ce que je vous propose, c'est de vous laisser la parole euh, à chacun pour nous présenter peut-être les points que vous avez souhaité évoquer avec nous sur la base du questionnaire qu'on a envoyé. Et puis derrière, on passera sur une deuxième phase qui sera plutôt des échanges, des questions-réponses pour nous permettre d'approfondir certains sujets. Voilà, merci et je vous laisse la parole dans l'ordre que vous souhaitez. Merci. Bonsoir à tous. Comment dire? Je pense que je vais. Oui, c'est mieux comme ça. Entendu. Être assez bref, à vrai dire, hein, si l'objet est la fonction publique hospitalière, pour laisser la parole davantage à mes collègues, notamment représentant les directeurs d'établissements qui sont beaucoup plus près des réalités que vous cherchez à connaître et à comprendre. Sur les questions de déontologie, donc pour ce qui relève de l'inspection générale des affaires sociales et pas du tout des établissements de santé, hein, dont l'IGAS n'a pas la tutelle en aucune manière, nous appliquons la loi de 96 et les décrets de 2016 pardon, et les décrets de 2017 que vous avez rappelés, avec la formalisation d'une charte de déontologie, la mise en place d'un référent déontologue, lequel a été mis en place en mai pour le ministère des Affaires sociales dans sa globalité, mais avec un référent donc, spécifique pour l'IGAS en raison de l'indépendance de l'inspection générale. Tout cela est en cours de mise en place et sera achevé d'ici la fin de l'année. Mise en place faite aussi, évidemment, conformément à la législation, des déclarations d'intérêt systématiques pour l'ensemble des membres du service et pour tout nouvel entrant dans le service, que ce soit un inspecteur qui revienne ou un inspecteur nouvellement nommé dans le corps. Donc ce système de déclaration d'intérêt a été mis en place avec une revue systématique par le chef de service, donc moi-même. De même, nous avons à l'IGAS, et nous l'avions déjà d'ailleurs, un dispositif de déport en fait, qui complète, qui préexistait donc aux déclarations d'intérêt et qui va continuer à exister pour compléter le système de déclaration d'intérêt. Car notre système de déport est plus réactif, est plus complet aussi et plus adapté aux missions d'inspection, c'est-à-dire que pour chaque inspection
chaque mission d'inspection, au moment où celle-ci est attribuée, nous avons, et par écrit, une mention obligeant l'inspecteur donc pressenti à déclarer s'il est ou pas en situation de conflit d'intérêts, et sachant que la définition du conflit est bien celle de la législation, toute situation potentielle pouvant laisser douter, donc il y a une part de regard extérieur, bien sûr, pouvant laisser douter de l'impartialité de l'inspecteur au regard de ses liens familiaux, amicaux, précédentes fonctions professionnelles, par rapport à la situation, l'établissement qui va faire l'objet d'une mission de contrôle ou d'évaluation. Et nous sommes encore plus rigoureux, bien sûr, dans le temps que nous voulons laisser entre une fonction antérieure de responsabilité et puis l'engagement d'une inspection. On est encore plus rigoureux quand il s'agit d'un contrôle. C'est-à-dire que là, vous savez, il y a cette règle de 3 ans. On laisse un peu s'écouler 3 ans entre des responsabilités exercées dans un établissement et le fait d'y retourner en inspection. C'est une règle non écrite, mais qui vaut un peu référence pour toutes les inspections générales. On peut aller au-delà. On peut laisser passer 4 ou 5 ans, selon la nature du contrôle, le contexte, la nature des responsabilités antérieures. On peut aller jusqu'à 5 ans pour être vraiment sûr que la page est tournée et bien tournée. Mais au-delà des fonctions antérieures, on est attentif à tout lien, encore une fois, personnel ou amical, qui pourrait faire, d'une part, que l'inspecteur ne se sente pas forcément libre et indépendant du regard qu'il porte, et du doute qui pourrait être insinué dans l'esprit de personnes extérieures. Donc on est vigilant là-dessus, on l'était, pour chaque nouvelle mission. Voilà, que dire d'autre. Oui, dans la mise en place du collège de déontologie qui sera faite d'ici la fin de l'année, un des points qui reste à préciser, ça, on entre dans la gestion un peu fine des choses, c'est l'articulation de ce collège qui doit être saisi par tout inspecteur de l'IGAS ou par le chef de service pour toute question qui se poserait en matière de déontologie. Articulation entre ce collège propre au corps et puis le collège du ministère qui est mis en place. Pour être membre de l'IGAS, tout agent n'en est pas moins membre du ministère aussi, et donc il faut qu'on fasse attention à ce qu'on n'ait pas des saisines redondantes ou que les inspecteurs choisissent à quel collège ils s'adressent en fonction des situations. Donc il nous reste encore à écrire en lien avec l'autre collège un modus vivendi pour qu'on ait un minimum de l'information mutuelle entre les deux collèges en cas de saisine, voire peut-être un principe de subsidiarité pour mettre un peu d'ordre et de rationalité dans ces saisines. Tout cela donc se met en place en ce moment. Enfin, ça a été progressif sur l'année, puisque un document comme la charte de déontologie, que nous publierons d'ailleurs, c'est un document qui n'est pas issu de ma plume dans mon bureau, mais c'est un document qui est beaucoup partagé, discuté au sein du service. Le but étant qu'il soit pleinement connu et approprié et partagé et bien sûr appliqué. Donc voilà, il faut se donner un peu de temps, quelques mois en l'occurrence, pour que ce soit fait. Voilà, pour notre dispositif interne, je crois que j'ai dit l'essentiel en rapport avec la législation récente. Et puis bien sûr, oui, si, on a la loi 2016 l'a rappelé, la surveillance de tout cumul d'activités dans le cadre en place, avec le principe systématique de demande d'autorisation. La loi ne l'impose pas d'ailleurs pour les activités bénévoles, cette demande d'autorisation au chef de service, bénévolat dans les structures publiques ou non lucratives. Nous avons en interne une procédure d'information systématique quand même du chef de service, parce que même si ça ne relève pas de l'obligation d'autorisation, pour nous, ça peut jouer sur les intérêts.
on a besoin de le savoir au niveau de la direction. Toute activité bénévole dans un conseil d'administration d'une association ou d'une fondation doit faire l'objet d'une information et nous y sommes très vigilants. Au-delà, les cumuls d'activités dont nous avons à connaître, c'est du classique, c'est un peu d'enseignement pour certains membres de l'IGAS. Voilà, c'est vraiment le classique. Mais on est attentif à cela, ça c'est pas nouveau. Voilà, alors vis-à-vis des établissements de santé, puisque c'est le sujet, je ne vais pas plus m'étendre sur l'IGAS, l'IGAS ne se penche pas sur comment dire, des aspects extrêmement précis, quotidiens de la gestion interne des établissements de santé, qui sont visés notamment dans vos questions 1 à 5. En général, quand l'IGAS va dans les établissements de santé, c'est pour s'intéresser, enfin pour se pencher sur la santé financière des établissements, ou plus exactement, parce que c'est les circonstances dans lesquelles nous sommes saisis, la non-santé, si j'ose dire, donc les difficultés financières et les possibilités de redressement des établissements, l'organisation des soins, la qualité des soins, la sécurité des soins, l'organisation sur un territoire de l'offre de soins, donc les relations entre établissements. Voilà l'objet des saisines de l'IGAS sur le champ hospitalier. Donc on est assez loin des questions de déontologie de tels agents qui sont à traiter dans le cadre des établissements et qui le sont sans doute. Nous n'avons eu, et que de manière très ponctuelle, à nous pencher sur des problématiques de conflits d'intérêts éventuels que dans certaines missions de contrôle qui intégraient une analyse de marché, ce ne sont pas les plus fréquentes, mais à ces occasions, donc contrôle de marché, on peut être amené, s'il y a des anomalies, des choses étranges, à investiguer d'éventuels conflits d'intérêts entre tel prestataire et l'établissement qui a passé le marché. Voilà, là, un cas très particulier où on peut être amené à regarder, mais à partir d'une situation d'anomalie, d'interrogation sur des marchés publics. En dehors de ces circonstances, on n'a pas eu... alors, on a par ailleurs des missions disciplinaires, on participe à des missions disciplinaires qui d'ailleurs concernent en général plutôt des praticiens hospitaliers et qui sont d'un autre ordre, qui n'ont pas à voir avec ces problématiques de conflit d'intérêts. Mais en dehors de ces cas-là, vraiment, je crois que cela relève davantage des responsables d'établissement, des agences régionales de santé aussi, qui ont ces fonctions de tutelle déconcentrées, et puis de la direction générale de l'offre de soins, qui a la tutelle nationale, et notamment la responsabilité de la réglementation vis-à-vis des établissements publics de santé. Voilà. Je ne veux pas être plus longue que cela, a priori il y aura plus d'éléments du côté de mes collègues présents. Merci. Juste pour préciser, mais évidemment que l'IGAS n'a pas la tutelle, c'est évident. Mais par contre, il nous a semblé que l'IGAS avait quand même une fine connaissance de la fonction publique hospitalière, pour les raisons que vous avez évoquées, mais également des questions de déontologie, puisqu'un rapport de 2011 de l'IGAS a justement traité des cumuls d'activités dans la fonction publique hospitalière. Et voilà, donc les cumuls d'activités sont l'un des aspects, et j'aurais dû commencer mon propos introductif par là, et un des axes principaux sur lesquels nous nous concentrons dans le cadre de la mission d'information, et je suis sûr que tout à l'heure, vous aurez, lors des échanges, on aura en tout cas des questions sur ça, et votre analyse sera précieuse. Merci. Je
donc la parole au titre de la NSM. Donc, quelques mots de cadrage, quelques mots généraux, et ensuite je passerai la parole à Elisabeth Eraille, qui est en charge de la déontologie au sein de la NSM. Juste rappeler que la NSM est un établissement public administratif qui est pour l'essentiel composé, peuplé, si j'ose dire, de contractuels de droit public. Il y a assez peu de fonctionnaires en fait à la NSM. Vous en avez deux représentants, mais d'une espèce qui est rare à la NSM. C'est très très majoritairement des contractuels de droit public. La déontologie, évidemment, est tout à fait centrale dans un établissement comme la NSM, chacun le comprend. D'ailleurs, beaucoup d'évolutions dans le domaine de la déontologie, dans l'environnement de la santé, sont issues des problématiques en lien avec les produits de santé, on le sait. Cette question, évidemment, est d'importance cruciale pour un établissement comme le nôtre. Elle concerne à la fois les liens de l'établissement et des agents d'établissement avec les experts externes avec lesquels nous travaillons, puisque nous travaillons avec un réseau d'experts externes sur lequel nous appuyons pour faire de l'évaluation, de la surveillance et toutes les activités qui sont liées à l'établissement. Et donc tout ça qui est très cadré sur le plan déontologique. Mais cela concerne évidemment les agents de l'établissement, bien entendu, à la fois dans leur passé, avant d'arriver à l'établissement, dans le temps de leur activité au sein de l'établissement, et également quand ils quittent l'établissement pour aller notamment dans l'environnement, dans le privé, et éventuellement dans des entreprises du médicament. Il y a évidemment un cadrage déontologique qui est très, très important, et avec une intervention notamment de la commission de déontologie de la fonction publique sur ces situations individuelles, et on y reviendra sans doute parce que c'est un sujet qui est pour nous évidemment tout à fait important. La déontologie est organisée au sein de l'établissement de la manière suivante. Il y a un service de déontologie qui est situé au niveau de la direction générale, qui est dirigé par Elisabeth Eraille à mes côtés, qui est aussi déontologue. Donc on a une déontologue qui a été nommée tout à fait au début, vraiment juste après l'édiction des textes, et également une commission de déontologie qui est issue du conseil d'administration et indépendante de l'exécutif de l'établissement, et qui est donc en lien avec le service de déontologie, et qui examine non pas les situations individuelles, mais qui examine les règles de déontologie et l'évolution des règles de déontologie. Par exemple, elle vient d'examiner, et c'est un sujet très sensible, l'application des règles de déontologie aux associations avec lesquelles nous travaillons, puisque c'est un sujet délicat. Beaucoup d'associations sont en partie financées par l'industrie pharmaceutique, par exemple, dans notre environnement, et c'est évidemment un sujet qui n'est pas sans poser un certain nombre d'interrogations. Donc voilà globalement notre organisation. Moi, je voulais juste donc rappeler d'une part l'importance que nous accordons à ces problématiques et à ces questions de déontologie, au fait que, ce que je rappelle à tous les agents de l'établissement de façon permanente et récurrente, le fait que ces règles sont d'une part bien sûr impératives, mais qu'elles sont nécessaires, même si elles sont difficiles sur le plan de la gestion. Alors par exemple, l'accès à l'expertise difficile, puisque vous pouvez avoir des difficultés dans certaines spécialités très particulières à trouver un expert sur un domaine particulier, et elles peuvent, on a des exemples récents, on y reviendra sans doute, aussi poser des problèmes de gestion en termes de ressources humaines pour les agents, puisque nous avons besoin aussi d'agents qui sont compétents dans le domaine du médicament, et qui donc peuvent avoir une partie de leur activité dans l'industrie pharmaceutique. C'est pas étonnant, enfin, c'est compréhensible, et tout ça doit être cadré, et ça n'est pas complètement simple. Le fait qu'il peut être difficile de partir de l'établissement peut rendre également l'établissement moins attractif pour un certain nombre d'agents. Donc c'est un sujet qui n'est pas négligeable, et sur lequel nous travaillons actuellement, et en particulier nous échangeons beaucoup avec les agents, nos instances représentatives, suite notamment à des décisions, enfin des avis récents de la commission de déontologie de la fonction publique. Donc voilà, je voulais juste rappeler le cadre général. Je vais passer la parole à Elisabeth Eraille, qui va vous dire l'essentiel sur la déontologie au sein de l'agence. Merci. Juste, je vais dire en premier lieu, d'un point de vue juridique, merci, pour dire que nous sommes en fait concernés par
plusieurs blocs de législation. D'abord, je dirais que ce soit pour les experts externes que pour le personnel, il y a d'abord les dispositions de la loi du 29 décembre 2011 qui ont effectivement introduit un certain nombre de dispositions dans le Code de la santé publique. Dispositions, pour résumer, qui sont basées sur l'obligation de transparence en matière de liens d'intérêt, y compris pour le personnel. Et deuxième principe, qu'on ne peut pas, effectivement, nous avons l'obligation de ne pas traiter d'affaires pour lesquelles nous présentons un lien d'intérêt direct ou indirect. Alors c'est valable pour les experts externes, mais bien évidemment aussi pour le personnel. Donc ça, c'est, j'allais dire, le premier bloc de dispositions. Alors, deuxième bloc de dispositions, parce que nous sommes donc fonction publique d'État, établissement public administratif, mais néanmoins fonction publique d'État, donc nous sommes soumis aussi à un certain nombre de dispositions, même l'essentiel de la loi de 2016, et donc la loi de 83 modifiée par cette loi concernant les droits et obligations des fonctionnaires et agents publics. Donc là aussi, il y a des dispositions qui nous concernent, et puis il y a eu aussi des dispositions de la loi de modernisation de notre système de santé, donc de janvier 2016, auxquelles nous sommes soumis. Donc pour, par exemple, le fait de désigner un déontologue au sein de l'ANSM relève des dispositions issues donc de la loi de modernisation de notre système de santé, donc qui introduit ces dispositions obligatoires pour les agences, notamment les agences sanitaires. Voilà, donc ce qui explique un petit peu je vais dire, nous sommes un petit peu à l'intersection d'un certain nombre de dispositions législatives, alors générales et parfois spécifiques, je veux dire, aux agences sanitaires. Je crois que c'est important de préciser cela. Alors là aussi, très, très brièvement, donc pour vous dire qu'effectivement, nous avons mis en place un système qui présente la même rigueur pour l'expertise externe que pour l'expertise interne. L'expertise interne, donc c'est pour le personnel, donc je dis, peut-être on va parler plus spécifiquement du personnel de la NSM, donc obligation d'avoir une déclaration d'intérêt, alors là, quel que soit pour tout le personnel, et obligation de publication de ces déclarations d'intérêt pour certaines fonctions, en fait, pour les cadres en fait, de la NSM, ce qui représente à peu près 600 personnes quand même. Donc ça a été rendu public à travers la loi Bertrand, et je pense que ce dispositif de transparence est extrêmement important. Voilà. Bien évidemment, ne sont pas rendus transparence qui relève les adresses personnelles, etc. Mais enfin, bon, tout ce qui est lien d'intérêt, et maintenant, plus récemment, avec le montant, devront être rendus publics. Voilà. Donc ça, ça remonte maintenant, cette transparence, à 2012, maintenant. Alors ensuite, quelle gestion nous faisons? Parce que qui dit transparence des liens d'intérêt, dit quelle gestion nous faisons de ces éventuels liens d'intérêt. Alors, d'un point de vue chronologique, et comme l'a indiqué M. Martin, d'abord, lorsqu'on embauche quelqu'un, il y a une analyse préalable par le service de déontologie, j'allais dire entre guillemets, du risque déontologique, si je puis dire, que peuvent entraîner certains liens d'intérêt, et des éventuelles réserves que nous pourrons être amenés pour que justement sa fonction s'exerce dans toute impartialité. Et donc les éventuelles réserves qui pourraient être mises, par exemple ne pas traiter d'affaires de la firme dont on est ici, parce qu'on a le droit d'avoir une vie avant, donc ne pas traiter, par exemple, avec la firme pendant 3 ans à compter de son départ de la dite firme, eh bien ces réserves sont aussi portées à la connaissance dans la promesse d'embauche. Donc c'est signifié quand même en amont pour le personnel qui est ainsi recruté. Donc ça, je dirais, c'est d'abord à l'entrée. Pendant l'exercice des fonctions, eh bien là, effectivement, il y a ce qu'on appelle éventuellement une procédure de déport qui est effectivement mise en place. Nous avons mis en place une procédure de prévention et de gestion des liens d'intérêt du personnel depuis 2014, en fait, qui prévoit, lorsqu'un agent présente un lien d'intérêt qui est susceptible de le placer en conflit d'intérêt avec une affaire, eh bien, il a l'obligation de se déporter, et donc de confier effectivement la gestion de cette affaire, bien, son supérieur hiérarchique, en tout état de cause, de ne pas donner d'instructions sur le sujet. Donc ça, c'est, je dirais, pendant les fonctions. Et puis, il y a un point aussi important, je dirais, c'est à l'occasion du départ des agents.
où là, effectivement, tous les départs des agents sont vers le privé, hein, bien évidemment, sont soumis à l'avis de la commission de déontologie. Et avant que le dossier soit soumis à l'avis de la commission de déontologie, eh bien, le dossier est soumis au service de déontologie qui fait une proposition au directeur général. Bon, on donne un avis sur la compatibilité ou pas des fonctions envisagées avec si ça ne place pas l'intéressé en situation de conflit d'intérêts, et donc pénalement répréhensible. Et puis, éventuellement, s'il n'y a pas incompatibilité, on peut néanmoins émettre des réserves. Donc, nous faisons des propositions de réserve à la commission de déontologie, qui, bien évidemment, elle est souveraine. Elle apprécie en toute indépendance le dossier. Donc voilà, je dirais pour le personnel, sachant que nous avons aussi une charte de déontologie que nous avons publiée en mai 2016 et donc qui est sur le site de l'ANSM. Et puis nous avons aussi, tout cela est publié sur le site aussi. Alors, là, ça concerne les experts externes, mais je trouve que c'est important aussi parce qu'il y a un lien quand même avec les éventuelles gestions des liens d'intérêt du personnel, un diagramme d'analyse des liens d'intérêt et de leurs conséquences en termes de participation, hein, je sais pas, aux travaux de la NSM, d'un expert, etc. Et bien évidemment, nous avons la même, je dirais, la même logique pour un expert interne. Voilà. Donc, voilà à peu près donc, ce qui est mis en place par la NSM. Et puis effectivement, le rôle du comité de déontologie qui j'allais dire interne, qui est rattaché au directeur général, mais dont la composition est indépendante de la direction générale, qui effectivement se prononce sur des sujets plus généraux, mais dont l'avis est extrêmement important, notamment les recommandations sur des sujets plus sensibles. Et il peut être aussi amené, d'ailleurs, elle sera amenée à aussi réfléchir sur des mesures pouvant concerner le personnel, mais ce n'est pas à titre individuel, hein, ce sont des mesures plus générales. Et puis, alors nous avons effectivement, le service déontologie aussi a une particularité, je dirais, c'est que nous effectuons des audits. Des audits internes. Alors, des audits qui traitent aussi bien, qui visent aussi bien l'expertise interne qu'externe. Alors, ces audits internes concernent d'une part l'obligation d'avoir une DPI, déclaration d'intérêt, pour tout le monde, et que cette déclaration d'intérêt soit à jour, et puis qu'elle date de moins d'un an. Hein. Nous reprenons les obligations légales. Et donc, en plus, cette obligation de DPI à jour et datant de moins d'un an est une obligation dire, qui fait partie du contrat d'objectifs et de performance que nous avons conclu avec le ministère, donc qui prouve quand même l'attention toute particulière qu'on donne à cette obligation législative. Et donc, nous veillons tout particulièrement au respect de cet objectif. Et donc, nous avons des audits concernant le personnel et les experts externes sur cette obligation 2 fois par an, ce qui est quand même un gros travail pour le service. Et puis, nous faisons aussi ce qu'on appelle des audits de processus. Alors là, c'est plus en termes de est-ce que lorsqu'on a, par exemple, accordé une autorisation d'essai clinique, par exemple, est-ce que durant ce processus, on a respecté les règles déontologiques, c'est-à-dire est-ce que, aussi bien en interne qu'en externe, est-ce que les experts avaient une déclaration d'intérêt? Est-ce qu'elle était à jour? Est-ce qu'elle était notamment, j'allais dire, un peu aussi complète par rapport à d'autres, notamment à la base de données de transparence santé, hein, est-ce qu'on est dans cette DPI est exhaustive? Et puis aussi, est-ce que les éventuelles situations de conflit d'intérêts ont été gérées? C'est-à-dire, est-ce que si un expert avait par exemple un lien d'intérêt avec telle firme, eh bien, est-ce que effectivement cet expert n'a pas traité le dossier en cause? Et s'il ne l'a pas traité, est-ce que ça a été tracé dans le dossier? Voilà. Et donc ça, nous faisons à peu près 2 audits, 2 ou 3 audits de processus par an. Voilà. En plus donc de tout le rôle de conseil aussi à service de déontologie, c'est-à-dire qu'on est quand même un service de conseil tant auprès des experts externes, mais aussi en interne. Les services nous appellent, voilà, je veux faire appel à tel expert, est-ce que je peux? Voilà. Donc
Voilà, donc nous sommes dans ce service. Voilà. Merci. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, donc dans l'ordre des prises de parole. Donc Frédéric Boiron, vous nous avez invité, on vous en remercie, en qualité de représentant de l'ADH, qui est donc l'Association nationale des directrices et directeurs d'hôpital. On y tient, puisqu'on a notamment travaillé depuis longtemps sur l'égalité dans notre association, l'égalité professionnelle et la non-discrimination. C'est une association, donc ça n'est pas un syndicat, c'est une association professionnelle, mais qui rassemble un peu plus de la moitié des directeurs d'hôpitaux en exercice actuellement en France, essentiellement dans le secteur public. Et à titre professionnel, par ailleurs, je dirige actuellement le centre hospitalier universitaire de Lille, qui est donc un assez gros CHU, concerné lui aussi par ces questions que vous traitez, que vous évoquez aujourd'hui, comme les autres, accompagné de Pascal De Wilde, qui dirige l'un des principaux groupes hospitaliers de la Paix de Paris, et Élodie Dereau, qui est notre déléguée générale à l'ADH. La question que vous traitez est une des questions qui nous paraissent importantes, sinon même majeures aujourd'hui dans tous nos métiers, mais bien entendu dans les métiers de la santé. Ça a été largement dit avant moi, hein, soit directement, soit par les éléments que vous évoquez. C'est un impératif majeur, c'est un impératif très actuel aussi. C'est un sujet qui fait l'objet d'une certaine demande sociale, on peut dire aussi d'une certaine pression sociale et médiatique. Et donc face auquel il faut être extrêmement responsable. Ça nous paraît important parce que autant il faut assurer la déontologie des agents publics dans notre secteur, j'y reviendrai, on voit tout de suite évidemment pourquoi c'est important, autant il faut aussi s'assurer que dans le fonctionnement de la société, on permette la perméabilité entre le monde public et le monde marchand, le monde de l'entreprise, le monde des établissements, parce que c'est l'intérêt de tous aussi qu'il y ait cette mobilité, cette souplesse. Les directeurs et directrices d'hôpitaux sont très concernés par les questions d'attitude déontologique et de règles de déontologie, non seulement parce que le métier que nous faisons, c'est le métier de santé, hein, il s'agit de prendre en soin et prendre en charge des personnes qui se confient aux établissements et d'assurer aussi de l'enseignement. La question déontologique se pose là aussi et beaucoup d'activités de recherche et d'innovation, en particulier dans les CHU. Évidemment, là aussi, vous l'avez évoqué, il y a des liens avec de multiples acteurs. Mais les hôpitaux sont aussi très souvent les plus gros employeurs des communes où ils sont installés, voire des régions pour les CHU. Et ce sont aussi de très gros acteurs économiques qui dépensent énormément, bien sûr. Mon établissement, ça représente 3,5 millions par jour de dépenses. Donc c'est évidemment des acteurs qui ont un impact sur la vie de l'économie de la société ou du territoire qui les entoure. C'est important aussi pour nous, à nos yeux, parce que pour les directeurs d'hôpitaux, en tout cas, c'est une profession ouverte, comme d'autres, mais c'est une profession qui reçoit beaucoup d'apports extérieurs, plus d'ailleurs qu'autrefois, et qui aussi essaime à l'extérieur, moins que d'autres catégorie de ce qu'on appelle sans doute à tort la haute fonction publique, disons les dirigeants du secteur public, moins que d'autres, mais plus qu'autrefois aussi. Les directeurs d'hôpitaux qui vont exercer à l'extérieur pendant un temps et qui reviennent, éventuellement ou pas d'ailleurs. Mais il y a un élément intéressant dans la gestion de la carrière, c'est que les dirigeants hospitaliers changent de poste. Il est très rare aujourd'hui, sinon même impossible d'ailleurs, qu'un directeur puisse commencer adjoint dans un établissement et finir chef dans le même établissement. On a aujourd'hui des obligations de mobilité. Et cette obligation de mobilité, on le rappelle aujourd'hui parce que c'est un vieux principe de la fonction publique, mais c'est un des principes qui permettent aussi de préserver la neutralité. Sans rester éternellement dans le même établissement, on a moins de risques aussi de personnaliser à l'extrême ou en quelque sorte s'approprier les fonctions et de perdre certains repères. Donc la mobilité est aussi un des éléments de garantie, à nos yeux, de l'approche déontologique. Et puis ces règles, et c'est assez clair dans les derniers textes, concernent finalement les titulaires, on parle de titulaires, mais concernent aussi les autres catégories de dirigeants, puisque dans nos équipes,
il y a aujourd'hui, alors pas pour les chefs d'établissement, encore que, remarquez, je pourrais dire que je suis contractuel, parce que les directeurs généraux de CHU sont en fait contractuels de l'État. Ils sont totalement détachés, ce ne sont plus des emplois qui sont dans le corps des directeurs d'hôpitaux. Et donc on est entièrement détaché et on est sous contrat avec l'État pour l'exercice de ces fonctions. Donc finalement, contractuel, titulaire, c'est un peu mélangé même dans ces fonctions. Mais il y a aussi des directeurs, des membres des équipes de direction, si vous voulez, qui sont des contractuels. C'est un peu plus fréquent aujourd'hui qu'autrefois ou quand j'ai commencé ma carrière. Et les règles déontologiques qui ressortent de la loi précitée et de la circulaire qui nous concerne dans les hôpitaux s'appliquent a priori de la même manière, ou les principes s'appliquent de la même manière aux titulaires contractuels. Donc c'est une bonne chose. Et dans une des questions que vous évoquiez d'ailleurs, il y a le fait que ces dispositions réglementaires et légales prévoient une marge d'adaptation pour ce qu'on appelle les chefs de service, donc les chefs d'établissement chez nous, les directeurs. C'est une très bonne chose parce qu'on est en mesure, dans ce dispositif, d'étendre le principe de la loi à d'autres catégories qui ne sont pas expressément citées par la loi et qui pourraient donc être exclues. À titre d'exemple, on peut avoir des adjoints qui sont en emploi fonctionnel. Et les emplois fonctionnels sont en général, pour la plupart, concernés par la règle de la déclaration d'intérêt. Mais il peut y avoir des adjoints qui sont contractuels, qui ne sont donc pas dans ces statuts, mais qui ont des fonctions d'un niveau comparable et qui pourraient justifier d'être également admis à ce dispositif de déclaration d'intérêt. Eh bien, la liberté laissée au chef d'établissement d'adapter ces dispositions nous permet, c'est ce que je m'apprête à faire pour ce qui concerne mon établissement, j'y suis depuis quelques mois seulement, nous permet d'étendre le dispositif aux contractuels de haut niveau qui exercent des fonctions d'encadrement pouvant poser la question du lien d'intérêt et donc à faire des déclarations d'intérêt. Les autres professions que les dirigeants hospitaliers sont également concernés. À l'hôpital, il y a à peu près 200 métiers dans un gros établissement. Et évidemment, on pense aux directeurs. Nous, l'ADH, ne représentons que les directeurs et directrices d'hôpitaux, mais il y a heureusement beaucoup moins de directeurs que d'autres professions dans les hôpitaux, beaucoup plus de soignants et de médecins. Et bien entendu, ces questions se posent aussi, s'adressent aussi au métier de soignant, puisqu'il y a des liens, et c'est normal, et c'est même souhaitable, entre, par exemple, des médecins-chercheurs et l'industrie, qui permet de valoriser les résultats de l'innovation, ou l'industrie pharmaceutique, dans le cadre des études, et des essais cliniques notamment, mais aussi des recherches plus fondamentales. Donc, bien entendu, ces questions concernent aussi les acteurs directs du soin. Ça ne se limite pas aux dirigeants. Dans le principe général, nous sommes nous aussi concernés par plusieurs réglementations. On pourrait d'ailleurs dire au départ le statut général de la fonction publique, qui pose des principes déjà de comportement, de morale et de déontologie des fonctionnaires. Nous avons coutume de dire à l'ADH qu'on fait ces métiers aussi par choix d'un certain nombre de valeurs morales. Donc la meilleure des déontologies, c'est bien entendu celle que chacun décide d'appliquer, de mettre en œuvre dans son quotidien. Il y a les textes, mais c'est bien entendu l'arbitrage individuel, le comportement moral, l'éthique professionnelle mise en œuvre par les acteurs qui fait, à nos yeux, la meilleure déontologie. Cela dit, c'est dans les règles et c'est bien. Nous sommes concernés aussi par les règles du Code des marchés, même si cette appellation peut être discutée aujourd'hui, en tout cas l'ordonnance et les règles européennes qui encadrent les achats publics et qui prévoient certaines dispositions. La loi déontologie, bien sûr, qui est évoquée ici, et ces règles morales qui font que, par exemple, dans notre profession, vient aussi de plus en plus cette attitude d'appliquer un principe de déport. Alors le mot n'est pas très beau, et pas très explicite non plus, mais on comprend tous ce que ça veut dire. C'est que quand on peut être mis dans une situation, même si elle n'est pas juridiquement interdite, pour parler ainsi, mais une situation qui pourrait susciter de l'ambiguïté, eh bien on décide de se mettre à part et de s'exclure d'un processus de décision. Alors il y a des exemples concrets. Certaines sociétés mutuelles d'assurance
dans le secteur hospitalier sont d'origine de création hospitalière et ont dans leur conseil d'administration des hospitaliers. Eh bien, les mêmes hospitaliers qui pourraient se trouver concernés par un marché d'assurance, dans ces cas-là, se déportent, s'excluent du processus de décision. Et ça n'est pas véritablement une règle juridique, mais c'est un principe, et c'est un principe élaboré aussi par la profession. Pour compléter, et dans la logique d'un certain nombre des questions que vous aviez évoquées, il nous semble que ce cadre réglementaire et légal, qui a été précisé donc par ces textes finalement il y a assez peu de temps, est intéressant. Il est, cela dit, d'application récente. Pour les dirigeants hospitaliers, nous sommes soumis à la déclaration d'intérêt, donc certaines catégories. Il s'agit pour l'essentiel, je résume, mais des emplois fonctionnels, donc les plus hauts emplois de dirigeants hospitaliers, que ce soit les chefs ou les adjoints, donc les principaux postes d'adjoints et les principaux postes de chef d'établissement, le critère étant un critère budgétaire en général. Je crois que c'est à partir de 200 millions d'euros pour la déclaration de patrimoine et je crois que c'est 100 millions d'euros pour la déclaration d'intérêt, le chiffre d'affaires ou le budget de l'établissement. Donc on est soumis à la déclaration d'intérêt, on est soumis pour les chefs d'établissement à la déclaration de patrimoine et on est également, alors là c'est à partir donc de 200 millions, on est soumis à la règle de gestion par un tiers des éventuels instruments financiers possédés en propre. Ça c'est à partir, je crois, d'un budget de 800 millions d'euros quand on est chef d'établissement. Et je crois que je n'oublie rien, c'est ces trois dispositions qui s'appliquent depuis quelques mois, on pourrait dire, aux professions que nous représentons. Donc les déclarations d'intérêt ont été faites, les déclarations de patrimoine ont été faites ou sont en cours, puisqu'il y avait un certain nombre de délais. Et il va falloir, bien sûr, dans le temps, j'imagine au bout peut-être d'une année de fonctionnement, faire une évaluation de ce dispositif. Mais nous, en tout cas, pour l'ADH, il nous paraît très intéressant. Et intéressant essentiellement, peut-être que vous pourriez discuter cette approche, je n'ignore pas qu'on s'adresse à des parlementaires, mais c'est moins le texte lui-même finalement qui a bien sûr son importance en soi, mais c'est ce que ça déclenche aussi dans les discussions, les prises de conscience, et je trouve finalement que c'est un bon aiguillon, une bonne incitation à sortir d'éventuels tabous sur ces sujets. Parce que les conflits d'intérêts n'existent pas depuis que les lois et les textes applicables ont décidé de les encadrer. Ils existent, et on le sait bien. Mais c'est une opinion personnelle que j'exprime. Moi, j'ai commencé ma carrière il y a 27 ans. Il me semble qu'il était plus difficile de les évoquer, d'en parler de manière collégiale dans les établissements ou les communautés professionnelles qu'aujourd'hui. Et donc, c'est également très intéressant, ces évolutions réglementaires et légales, de ce point de vue. C'est-à-dire que ça favorise aujourd'hui une parole beaucoup plus ouverte sur le sujet. Et ça permet notamment d'encourager certains des dispositifs que vous interrogez dans votre questionnaire, qui est celui de la possibilité de signaler un éventuel conflit d'intérêts. Alors, on appelle ça les lanceurs d'alerte. Enfin bon, il y a tous ces termes aujourd'hui. Dispositif qui peut quelquefois d'ailleurs être, c'est un risque que l'on connaît bien et peut être dévoyé de son objectif. La protection des lanceurs d'alerte, ça ne doit pas être quelque chose qui permet de gérer d'autres types de conflits éventuels, internes ou autres, ou conflits sociaux par exemple. Ça ne sert pas à ça. Mais c'est un principe qui est également assez connu des hôpitaux et qui procède, je fais un parallèle qu'on peut discuter, mais qui procède de la logique de non-sanction. On se rend compte dans l'approche du soin que si on permet de signaler des incidents en garantissant à l'avance qu'il n'y aura pas de sanction pour celui qui signale, en dehors du comportement fautif. Le comportement fautif avéré, bien sûr, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de sanction. C'est un peu le même principe que dans l'aviation d'ailleurs. La déclaration des incidents doit pouvoir se faire en ayant une espèce de charte interne et d'engagement de non-sanction pour celle ou celui qui déclare un incident. Et également pour le secteur ou la structure ou le service concerné.
donc ça demande de garantir la confidentialité, etc. On a des dispositifs internes qui existent pour un événement indésirable dans le domaine du soin. Et quelqu'un qui veut signaler un incident qui peut être explicatif de cet événement indésirable. Donc ça, c'est un dispositif qui existe pour le soin, et donc dont les hospitaliers ont déjà une assez bonne habitude, puisque ça a quelques années d'antériorité. Eh bien, le fait de pouvoir évoquer un éventuel conflit d'intérêts procède de la même logique. Si on se comporte moralement, c'est-à-dire si on n'est pas en train de régler des comptes ou de gérer d'autres types de conflits, encore une fois, évoquer un risque de conflit d'intérêts, pouvoir le faire sans qu'il y ait une sanction à l'issue, mais on instruit l'affaire, on l'explore et on répond oui/non, tout simplement. Ça nous paraît effectivement un bon dispositif et qui est, encore une fois, assez connu, nous semble-t-il, enfin en tout cas qui rencontre des pratiques déjà existantes dans le domaine du soin, par exemple. En ce qui concerne le principe du référent déontologue, nous pensons, mais ça c'est également une chose qui se discute, que compte tenu de la tradition un peu collégiale de l'approche médicale et de l'approche hospitalière, c'est plus un petit collège qui est intéressant pour nous qu'une seule personne. On pourrait évoquer le rôle des médiateurs qui pourrait s'apparenter par certains aspects à cette fonction. Mais là, en termes internes, il peut être utile d'avoir, par exemple, 3 personnes, 2 ou 3 personnes, enfin un petit collège qui évoque les questions de déontologie qui pourrait se poser un professionnel, soit lorsqu'il s'engage dans une recherche, même s'il existe d'autres dispositifs dans le domaine de la recherche clinique, par exemple, mais s'il s'engage dans une recherche où il doit répondre à une proposition, où il doit évoluer dans son parcours et dans sa pratique, qu'il puisse s'adresser à un petit collège de pairs qui lui permettent de traiter la question. Et ça doit s'assortir de garanties de confidentialité. On a certains dispositifs de cette nature qui existent dans certains établissements déjà, et ça nous paraît intéressant. Et il y a d'ailleurs aussi des expériences à la Paix de Paris dont pourra parler Pascal de Wilh qui sont intéressantes dans ce domaine. Vous évoquez la question des contrôles. C'est un sujet ancien dans les hôpitaux publics, c'est la question de la concurrence. Il existe un marché de la santé, on ne peut pas le nier, c'est une réalité, et il existe donc des concurrences. Et un des sujets auxquels les hôpitaux publics sont confrontés, comme d'autres, mais il s'agit ici de ceux que nous, en ce qui nous concerne, nous représentons, c'est le départ d'acteurs importants, notamment certains médecins qui peuvent avoir un rôle important dans un établissement, vers des établissements concurrents. Et quelquefois, cette question a été posée de façon assez aiguë quand il s'agissait de quitter un établissement pour aller dans la même commune, travailler dans un établissement concurrent, mais de statut privé. Quelquefois, il y a des exemples, mais en traversant simplement une rue. Et bien entendu, ces situations posent une question d'ordre déontologique. Et la réglementation, jusqu'à maintenant, répond assez mal à ces situations, même si elle a un peu évolué il y a peu de temps, mais très légèrement. Et la commission de déontologie considère en général qu'elle n'est pas l'interlocuteur adapté pour ce genre de situation. C'est souvent la réponse. Voilà. Donc, c'est un domaine qui reste encore sans doute à explorer avec tact et sans faire de mauvais procès à quiconque, mais parce qu'il représente une réalité dans la mesure où aujourd'hui, tous les hôpitaux publics sont à la tarification à l'activité et donc sont très dépendants du niveau de leur activité et peuvent être en difficulté dans ce genre de situation. Donc ça, c'est un des domaines, mais je m'empresse d'insister sur le fait qu'il ne s'agit pas du tout d'une espèce de procès à une profession en particulier. Ce n'est pas du tout le sujet. La même question se pose et se poserait pour un directeur, un dirigeant qui serait sollicité par un établissement privé de la même commune. Voilà. En général, d'ailleurs, je ne connais pas d'exemple, si peut-être un, mais il est ancien. En général, ça ne se pratique pas dans la même commune, pour les raisons évidentes que chacun peut comprendre.
Vous évoquez très rapidement, pour compléter, la question de la publicité des travaux de la commission déontologie. Nous y sommes favorables, sous la réserve que vous évoquez également de la confidentialité, enfin de l'anonymat. Il ne s'agit pas de mettre sur la place publique des situations individuelles qui sont toujours très difficiles à comprendre à distance. C'est souvent, il faut une connaissance approfondie et du dossier globalement, plutôt que de mettre des noms, rendre des travaux publics et des recommandations issues de ces travaux, ça nous paraît intéressant. À ce titre, puisque vous posez la question, même si nous ne nous sentons pas experts dans ce domaine, vous évoquez la possibilité ou la question de regrouper commission de déontologie et haute autorité pour la transparence de la vie publique. Pour nous, quelquefois, la frontière entre les deux est un peu imprécise et un peu ténue. Donc, d'ailleurs, moi, je dois m'adresser aux deux à titre personnel. La déclaration d'intérêt, la déclaration de patrimoine, les éventuels changements de situation professionnelle. Donc, finalement, il nous semble que c'est assez proche. Et sans nier les particularités de ces deux entités, il nous semble que c'est sans doute une simplification aussi en soi intéressante que d'imaginer leur rapprochement. Voilà, sur ces différents points, on pourra répondre peut-être à vos autres questions. Je voudrais laisser la parole à Pascal de Wild et simplement, pour conclure, pardon Pascal, vous dire qu'à l'ADH, nous pensons et nous travaillons à une idée de charte de déontologie pour les dirigeants hospitaliers, comme nous l'avons fait par le passé sur ces règles de non-discrimination que j'évoquais auparavant ou de soutien à l'égalité professionnelle que j'évoquais auparavant. Merci. Bonsoir à tous. Quelques mots peut-être plus brefs pour compléter les propos de Frédéric Boiron. Comme cela a été dit, comme vous l'avez souligné, pour ce qui concerne les dirigeants hospitaliers, c'est un droit récent qui nous a amené à mettre en place de nouvelles obligations, et notamment des obligations de déclaration de patrimoine et des obligations de déclaration d'intérêt. Somme toute, ça concerne un peu moins, je pense, de 400 personnes, ceux qui occupent les emplois supérieurs. Pour autant, bien, nos institutions emploient beaucoup de personnel, avec des catégories de personnel extrêmement différents, niveaux de formation extrêmement différents, ce qui explique d'ailleurs que quand on s'intéresse, je vais venir à un autre volet, notamment à tout l'aspect de non-cumul d'activités, il faut, je crois, déployer une communication et adapter une communication en fonction des différentes catégories de personnel. On ne vise pas les mêmes cas, on ne parle pas de la même façon de la prévention des conflits d'intérêts selon que l'on s'adresse à un personnel administratif, qu'on s'adresse à un personnel ouvrier et technique, ou qu'on s'adresse à des personnels médicaux, dont certains sont hospitalo-universitaires, comme vous le savez. Donc, la loi de 2016 réaffirme le principe de non-cumul d'activité, interdit l'exercice, repose le principe de l'interdiction d'exercice d'une activité privée lucrative, tout en prévoyant des dérogations et en les encadrant. Et ça, c'est un élément essentiel qui, finalement, existait déjà dans les textes antérieurs. Et ce droit récent qui repose ce cadre en matière de cumul d'activité, occasion pour un certain nombre d'établissements hospitaliers de repartir dans des campagnes de réflexion et de communication en direction de leurs équipes, précisément pour rappeler les règles. Or, ces règles sont complexes, précisément parce qu'elles s'adressent à des gens extrêmement différents et parfois, en plus des règles posées dans la loi, dans le statut général de la fonction publique, il faut tenir compte aussi des nombreux textes et exceptions qui peuvent exister, notamment dans les différents textes qui encadrent l'exercice des professions médicales. D'où, je crois, la nécessité d'avoir, surtout dans les grandes institutions, une production de guides, une production de notes, et d'explications et de communications qui permettent à chacun
de s'y retrouver et d'envisager les différentes possibilités. Alors, je ne suis pas là, je suis là au titre de l'association des directeurs d'hôpitaux, mais puisque mon collègue m'y invite, en tant que, je peux simplement à titre de propos illustratif dire qu'à l'Assistance publique Hôpitaux de Paris, suite à la mise en place d'un groupe de travail assez important dans sa composition, il a été défini les règles d'une politique de prévention des conflits d'intérêts qui ont, je reste sur le domaine du principe de non-cumul d'activités, qui ont eu pour effet notamment d'aboutir à la création de guides à destination d'une part des personnels médicaux, d'autre part des personnels non médicaux. Et on voit à la lecture de ces guides, effectivement, que c'est une législation complexe. En tout cas, parfois, l'addition de textes épars, qu'il est important à un moment donné de pouvoir regrouper pour faire la meilleure communication possible. Voilà, c'est un point que je voulais souligner. Après, je voudrais terminer, si vous le permettez, sur une suggestion, toujours au titre du cumul d'activités. Pour un employeur hospitalier, mais je pense pour tout employeur public et sans doute privé, il peut être très difficile, à un moment donné, en cas de doute, de pouvoir croiser son fichier d'employé avec celui de l'URSSAF, par exemple. Alors, je ne sais pas si ça relèverait du pouvoir réglementaire ou du pouvoir législatif, peut-être du pouvoir législatif, il y aurait peut-être une disposition à prévoir pour faciliter, évidemment pas à la main de l'employeur, parce que ce sont des fichiers qu'il faut protéger, bien sûr, possibilité de croiser des fichiers qui permettraient de savoir, par exemple, vérifier que tel personnel ne devrait pas travailler ailleurs que dans son institution, travaille ailleurs en réalité. Or, aujourd'hui, dans la pratique, et je pense même de droit, il est extrêmement compliqué d'avoir ce genre de renseignements parce que les textes que peuvent opposer les administrations compétentes, j'imagine que c'est le cas de l'URSSAF, ne le leur permettent pas. Voilà. Donc, en matière de cumul d'activités, je pense aux sociétés d'intérim, on peut penser à toutes sortes de situations. Je pense qu'il y a peut-être des choses à adapter pour faciliter les contrôles. Voilà. Je vais terminer sur cette suggestion. Eh bien, merci à tous. Moi, j'ai une première question, mais je n'ai pas eu la réponse en fait dans l'audition d'avant où on recevait certains organismes de formation. Pour madame qui est déontologue, est-ce qu'il existe des formations pour les déontologues, formation initiale, j'imagine que oui, mais des formations continues vers qui vous vous adressez? Pardonnez-moi, des formations pour les déontologues? Écoutez, ce qui me concerne, j'ai été responsable du service juridique, donc je n'ai pas, avant d'avoir été déontologue, j'avais donc déjà aussi suivi des problèmes de déontologie, mais je n'ai pas eu, si c'était ça le sens de votre question, une formation particulière pour accéder à cela. C'est pas vous, Ah oui, à moi, est-ce titre que j'en personnel, donne? hein, Oui. Non, mais, c'est pour les déontologues, en fait, vers qui peuvent se tourner pour avoir accès à une formation continue, avoir... Alors, à ma connaissance, non. Alors après, c'est... non, à ma connaissance, non. Alors, qui est en interne, juste quand même, c'est peut-être pas le sens de votre question, enfin, je précise quand même. Alors, en interne, on essaye de développer, alors là, vis-à-vis du personnel, effectivement, des formations sur, je veux dire, les règles essentielles de déontologie et des réflexes à avoir en interne. Alors ça, on développe des formations et de plus en plus. Mais là, je n'ai pas connaissance, ou s'il y en a, alors est-ce que ce serait via effectivement l'angle juridique, mais là c'est plus pénal, prise illégale d'intérêt, etc., ou corruption, etc. Mais voilà, enfin, à ma connaissance, j'en ai pas, je ne connais pas. Effectivement, c'est sans doute un nouveau marché, on en verra apparaître, mais il existe des formations à l'éthique. Et je fais sans doute là aussi un parallèle abusif, mais il y a quand même bien des domaines, des formations éthiques qui sont à la bordure, voire à l'intérieur du domaine de la déontologie et de celle qu'on évoque là. Donc ça, il en existe, et qui traitent un certain nombre de ces sujets. Il en existe dans les établissements hospitaliers ou les structures qui les entourent, mais il en existe aussi dans certaines facultés de droit. Formation à l'éthique
qui ont au départ, effectivement, qui viennent du monde juridique. Mais parce que le droit, dans le domaine de la santé, pose souvent des questions de déontologie. Et donc, c'est de cette manière que c'est venu. Il y a même des juristes qui se sont un peu spécialisés sur ces questions éthiques. On en connaît plusieurs, mais il y a à la fac de droit de Montpellier, par exemple, où il y a des formations assez approfondies dans ce domaine, et il y en a d'autres. Mais c'est un début de réponse à la question. Effectivement, en écoutant. Juste pour vous dire qu'effectivement, bon, à titre, je donne aussi des cours de droit à la faculté, dans certaines facultés, et effectivement, j'ai inséré moi-même pour les étudiants effectivement, en règle, un cours de droit sur les conflits d'intérêts. Donc, quelque part, c'est aussi qu'est-ce qu'un conflit d'intérêts, comment le gérer, etc. Voilà. Je pense que c'est effectivement, il y a une sensibilisation à faire, enfin, en tout cas, pour les étudiants en matière de droit, enfin, sécurité sanitaire absolument évident dans ce domaine. Oui. Oui. Un mot en complémentarité avec ce qui vient d'être dit. La déontologie, c'est plus qu'un apprentissage, c'est une attitude ou une approche. Hein. Ça, ouais, ça avait bien été dit. Et cette attitude ou cette approche, elle commence, à mon sens, par le questionnement. Et beaucoup plus que par la réception, absorption d'une formation qui permettrait ensuite de se considérer comme quitte, parce qu'on a coché la case de la formation. C'est pourquoi il est important que ces mécanismes, ces outils, chartes, déclarations d'intérêt, déport, saisine des référents déontologues, analyse ex post des avis des déontologues, anonymisés, mais ces retours sur image, soit fait et soit dynamique. Et une charte de déontologie, ce n'est pas inscrit dans le marbre pour 20 ans, ça doit être évolutif, ça doit être repris pour que ce soit des instruments, à mon sens, de questionnement collectif sur nos pratiques et pas une instruction descendante de plus. Voilà, donc ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas place pour la formation, c'est évident sur le plan éthique, sur le plan juridique déjà, hein, la déontologie c'est du droit aussi. La définition du conflit d'intérêts, elle est déjà dans les textes, hein, et elle est assez ambitieuse, elle est très ample en fait. Donc il y a déjà l'appréhension du cadre juridique, c'est le début, puis ensuite il y a l'interrogation sur les pratiques. Et ça, c'est une dynamique qui doit s'inscrire dans la durée, qui doit être partagée et collective. Voilà. Je pense que c'est vraiment au cœur de la déontologie, beaucoup plus que de trouver le prestataire de formation déontologique qui va délivrer la bonne parole. Pas, enfin, je pense que c'est pas ça, parce que des problématiques de déontologie, il peut en être dans une année ou dans plusieurs années différentes. Elles peuvent se renouveler. Hein, il y a peut-être des problématiques de conflit d'intérêts que l'on ne pense pas aujourd'hui, qui se poseront dans 3 ans. Et donc, il faut être plus en alerte et en interrogation, je pense. Et puis aussi, beaucoup en partage d'expérience, et que d'ici quelques années, il puisse y avoir des échanges entre référents déontologues, entre collèges de déontologie, pour partager nos retours d'expérience. Je pense que c'est très important d'avoir ça en tête, cette formation entre pairs aussi. Oui, je partage votre point de vue, c'est vrai. Néanmoins, c'est vrai que quand on oblige les collectivités à embaucher un déontologue, si derrière il n'y a pas quand même une formation ou quelque chose qui permet de savoir de donner à la collectivité les moyens de se tourner vers quelqu'un dont on sait qu'il a été sensibilisé à la déontologie, c'est compliqué. Et ce que vous dites est vrai, et dans la formation d'ailleurs, on pourrait orienter sur tout ce que vous venez de développer là. C'est-à-dire que la déontologie, à un moment donné, est une affaire de comportement aussi. Voilà, mais je crois que c'est important. Et puis, je pensais aussi, mais surtout, à la formation continue qui permettrait aux différents déontologues des différentes structures de se rencontrer et d'avoir des échanges aussi sur parce que les formations continues, c'est un lieu aussi d'échange et pas que de. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a une vraie carence à ce niveau-là. Oui, vous vouliez.
Oui, si vous permettez, juste tout à fait dans le sens de ce que vous venez de dire, et c'est pour ça qu'on peut sans doute parfois à nouveau faire le lien avec l'éthique, parce que la formation à l'éthique, c'est pareil, hein, il ne faut pas que ce soit trop doctrinal et universitaire, certes, mais enfin pas trop artificiel. Il y a beaucoup de pratiques de co-développement, comme on dit, c'est-à-dire des groupes de pairs. Et un des meilleurs systèmes, c'est bien ce que vous venez de dire là, c'est de permettre que ces gens se rencontrent et échangent tout simplement des cas concrets. Parce que finalement, beaucoup de questions de conflit d'intérêts peuvent se poser, mais on n'en a pas nécessairement l'identification immédiate ou la science infuse, et c'est plus en confrontant des expériences qu'on forge une pratique. Et votre remarque également sur le fait que c'est une interrogation, ça permet quand même de dire qu'il faut introduire cette interrogation dans les formations initiales, parce qu'on apprend beaucoup à être sûr. C'est quand même ça aussi, hein, et même la haute fonction publique à la française, elle est beaucoup formatée comme ça. On apprend à être sûr que on va savoir prendre les bonnes décisions. Eh bien, il faut introduire le doute, pas un doute qui paralyse, mais un doute utile. C'est ça aussi l'approche déontologique, c'est se poser, être capable de se poser la question, mais donc de partager avec d'autres. Et juste, hein, effectivement, dans le cadre des déontologues, j'allais dire issus de la loi Touraine, la prévention, et il y a effectivement, le ministère a souhaité que les déontologues des différentes agences se réunissent pour justement faire ces échanges de pratiques. Voilà, parce que on est tous un peu confrontés, alors chacun dans son domaine, mais il n'empêche que, comme vous dites, c'est extrêmement intéressant de pouvoir procéder à ces échanges de pratiques. Moi, j'aurais deux questions, mais assez brèves. J'aurais aimé connaître les liens que vous avez établis, votre service de déontologie, avec la commission de déontologie. Très concrètement, est-ce qu'il y a des échanges réguliers? Est-ce qu'il y a, vous disiez que vous émettiez des propositions de réserve. Est-ce qu'elles sont suivies généralement? Finalement, en fait, je trouve que vous êtes en avance par rapport à tout ce qui a été voté dernièrement à l'agence. Et c'est intéressant de voir comment ça fonctionne, ou la synergie avec la commission de déontologie. Pour prendre un exemple concret, un agent donc souhaite partir, mettons, dans une firme pharmaceutique. Donc son dossier est géré par la direction des ressources humaines. Hein, donc c'est cette direction d'ailleurs qui représente l'agence devant la commission de déontologie de la fonction publique. Mais en plus du dossier, j'allais dire, que doit obligatoirement remplir l'intéressé et avec ses supérieurs hiérarchiques, nous donnons un avis. C'est ce que je vous disais. Donc, voilà, avis du déontologue au directeur général sur est-ce qu'il y a, pour nous, est-ce qu'il y aura incompatibilité ou pas. Donc, on justifie la position. Et puis, est-ce que, même s'il n'y a pas incompatibilité, est-ce que des réserves doivent être formulées je dirais, pour l'exercice des fonctions envisagées. Voilà, c'est très. Alors, donc, ça peut être, par exemple, pour le type de réserve, c'est ce que je vous disais, c'est ne pas avoir de contact avec ses anciens collègues pendant une durée de 3 ans. Alors ça selon le niveau hiérarchique. Hein, selon le niveau hiérarchique, si c'est par exemple pour un directeur, on pourrait imaginer qu'il n'y ait aucun contact avec l'ensemble de l'agence pendant 3 ans. Hein. Et ça peut être aussi le fait de ne pas traiter les affaires que l'on a pu traiter si on part comme consultant, par exemple, eh bien, ne pas traiter aucune affaire qu'on a traitée à l'agence pendant 3 ans. Vous voyez, c'est ce type de réserve. Alors, donc, cette note, je dirais, qui a été donc donnée à un directeur général est jointe au dossier et donc arrive à la commission de déontologie. Alors, je dois dire que c'est très clair que la commission de déontologie, on pratique cela depuis plusieurs années, en fait, je crois depuis 2012, où là, on a un petit peu mis en place cette procédure. Et je dois dire que cette procédure a été assez appréciée par la commission de déontologie, parce qu'il y a quand même déjà un premier avis qui est donné. Alors jusqu'ici, les avis de la commission correspondaient à en majorité correspondent à notre avis, notre analyse du dossier. Et il se trouve, et autant le dire, qu'il y a eu deux avis récents
de la commission de déontologie de la fonction publique qui ont conclu pour 2 de nos agents à un avis d'incompatibilité. Voilà. Nous n'avions pas prévu cet avis d'incompatibilité. Nous avions émis des réserves, dont pour l'une assez importante. Voilà. Et l'avis de la commission a conclu à l'incompatibilité, ce qui fait que nous avons donc compétences liées avec ces avis d'incompatibilité, ce qui a abouti à notifier aux 2 personnes qu'elles ne pouvaient pas réaliser le projet professionnel qu'elles envisageaient. Voilà, avec certains problèmes. Mais là, je laisserai peut-être Dominique Martin compléter, avec des problèmes de gestion que ça peut comporter. Et puis, ça a fait un certain émoi en interne, sachant que, juste pour terminer, ça ne visait pas, enfin, c'est un petit peu cette position un peu plus, je dirais, un peu plus stricte des textes, interprétation un peu plus stricte des textes par la Commission, n'a pas concerné que la NSM, puisqu'il y a eu la Haute Autorité de Santé aussi, et l'ANSES, qui ont eu pour leur personnel, pour certains de leur personnel, des positions plus rigoureuses, j'allais dire, de la Commission. Mais juste pour terminer, voilà, nous donnons un avis vraiment motivé sur, alors après, elle suit ou elle ne suit pas, mais ça lui permet quand même de se faire une idée beaucoup plus précise. Voilà. Et je pense que c'est même un atout pour faire passer certains dossiers. Voilà. Juste un point très rapide sur cette évolution en cours, puisque c'est une forme d'évolution entre guillemets jurisprudentielle, puisqu'il s'agit d'avis, pas d'une juridiction, mais qui est significative. Effectivement, quelque chose que nous prenons très au sérieux. Ça a entraîné une réaction extrêmement vive des agents au sein de l'établissement, qui nous a conduit à avoir des réunions avec les syndicats et à voir ce qu'on fait actuellement. Je vois tous les agents, c'est-à-dire par direction, toutes les directions, les unes après les autres, et avec Elisabeth Eraille et la DRH, et nous traitons ce sujet-là. Et donc, on va avoir 1000 agents de l'établissement pour évoquer ce sujet, parce que ça a entraîné des réactions d'émotions et de préoccupations très importantes. On a déjà eu au moins une démission, si ce n'est 2, d'agents, de jeunes agents qui venaient d'arriver à l'établissement et qui ont considéré qu'ils ne voulaient pas prendre ce risque d'être bloqués dans leur carrière, et donc ils ont démissionné de leur mandat immédiatement. Donc c'est des choses qui sont, en termes de gestion, qui sont évidemment qu'on doit prendre en compte. Donc nous, ce qu'on dit aux agents, c'est que la déontologie, c'est essentiel, que les principes n'ont pas évolué, qu'il faut prendre les choses comme elles sont, et que c'est en gestion que nous devons traiter ça, et notamment en ayant une gestion plus en amont, une meilleure préparation sans doute des dossiers avec les agents, beaucoup plus en amont, et y compris que des agents qui envisagent des carrières ultérieures dans le privé anticipent le plus possible ces situations, de façon à les analyser très en amont pour savoir vers quoi ils peuvent aller ou pas, puisque malheureusement, au moins un des 2 agents s'était déjà très fortement engagé dans ça, un peu maladroitement, je pense, mais enfin, c'était un peu engagé dans sa démarche. Donc, voilà, bon, pour nous, ça ne change rien. C'est vraiment les propos qu'on tient auprès des personnels. Les principes sont importants, ils doivent être respectés, ils sont très protecteurs de l'action de l'agence, et ça nous oblige à d'abord une communication très importante. On va mettre en place, bien sûr, une communication supplémentaire avec une foire aux questions. Enfin bon, on doit faire beaucoup de choses, rencontrer tous les agents comme on fait actuellement, et mettre en place une préparation plus anticipée et plus approfondie des mouvements des personnes. Et par contre, ce qu'on ne maîtrisera pas, c'est la question évidemment de l'attractivité de l'établissement pour des personnes venant du privé. Et ça a été évoqué tout à l'heure, on est quand même dans des mondes ouverts, et c'est évidemment essentiel que les gens puissent avoir une activité privée à une partie de leur vie, publique une autre partie. Ces échanges sont essentiels, ils doivent être cadrés, c'est certain. On l'a largement évoqué, mais ils sont aussi nécessaires. Donc ça, on verra en fonction du temps. Vous venez, merci, monsieur le directeur général, de répondre en grande partie à ma question, mais je vais quand même la reformuler. Vous êtes vraiment à un niveau, je pense, optimum parmi tous les organismes, par rapport au ministère qu'on a reçu, un niveau vraiment maximum de règles déontologiques.
CEPS qui, pareil, s'astreint pour les mêmes raisons, d'ailleurs, aux mêmes règles. Quand on propose un chef de service, chef de corps ou un ministère d'augmenter les règles, leur réponse c'est on ne pourra plus recruter. L'inspection des finances ne recrutera plus si on rend public les avis de la commission de déontologie. Voilà. Bon. Ce que vous dites quand même, c'est que voilà, il y a des règles, les gens les connaissent, et il faut qu'ils les connaissent dès l'embauche, dès la promesse d'embauche. Mais ces règles, j'ai la transparence très loin, j'ai consulté votre site, j'ai consulté vos déclarations d'intérêt respectives pendant l'audition. Vous allez effectivement extrêmement loin aujourd'hui. Ça n'empêche pas de recruter et de faire des recrutements de qualité. Vous ne vous sentez pas aujourd'hui pénalisé en tant qu'employeur dans vos recrutements par le fort niveau d'exigence en termes de déontologie? J'ai envie de dire, de toute façon, c'est une question d'arbitrage. C'est-à-dire que, entre guillemets, la faute déontologique est tellement grave, c'est ce que j'appelle, moi, un risque nucléaire. Quand j'en parle aux agents, je dis que c'est un risque nucléaire. C'est-à-dire que si on tombe dedans, on est mort pour 10 ans, de toute façon. Donc le risque est tellement énorme, et c'est comme ça, on est dans ce qu'on appelle la théorie de l'apparence en droit, etc. Enfin, c'est cette réalité-là, et on ne doit courir aucun risque. Pour l'intérêt général, l'intérêt de mission, l'intérêt supérieur de l'établissement, on ne doit prendre aucun risque. Donc les règles sont de toute façon impérative. Après, c'est à nous, en gestion, de trouver les moyens de traiter ces situations. Alors, je ne peux pas vous dire que ça ne rend pas les choses forcément un peu compliquées, mais je pense que voilà, notre travail, c'est de le faire en gestion. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, il y a un peu un cumul, parce que comme d'un côté, il y a une réduction des moyens des opérateurs publics, forcément, les mobilités entre opérateurs publics sont limitées. Parce que l'idéal, c'est quand même d'aller, vous avez, alors on l'a dit, on est souvent, de toute façon, je pense que là, une brochette probablement de gens attachés à la fonction publique d'une manière ou d'une autre, donc nous, on n'envisage pas ce genre de mouvement. On vit notre vie dans la fonction publique, et si évidemment ça devient difficile de passer d'un établissement à l'autre parce qu'il y a de moins en moins d'emplois, et qu'en plus il y a des difficultés à aller dans le privé pour des agents qui ont une expertise dans le domaine de l'évaluation, par exemple, etc., c'est vrai que c'est un cumul de difficultés. Mais moi, je suis très clair sur le sujet, c'est-à-dire que les règles doivent être respectées, elles sont nécessaires à l'intérêt supérieur de l'établissement et de nos fonctions, compte tenu de l'extrême dangerosité de cette proximité avec le monde industriel, c'est comme ça, hein, on vit avec ça, et donc il est de toute façon pas question de revenir en arrière d'un seul centimètres, si j'ose dire, et à nous de trouver les solutions. À nous de trouver les solutions, notamment en termes d'attractivité sur d'autres aspects que cet aspect-là. Merci beaucoup. J'ai une deuxième question pour vous. La loi Sapin 2, l'article 25, instaure le répertoire d'un représentant d'intérêt. J'imagine que ce sont des choses que vous pratiquez déjà à travers votre charte d'établir des règles de précaution par rapport à la prise de contact par un élément extérieur qui viendrait démarcher, qui viendrait essayer d'entrer en relation avec un de vos collaborateurs. Qu'est-ce que vous avez Est-ce que ça va changer? Oui, enfin, je vais passer la parole à Elisabeth, et on vient d'ailleurs d'adresser un courrier. C'est sur un sujet tout à fait... Le répertoire, en fait, je vais être tout à fait transparente, je dois donc adresser à Dominique Martin une note sur le sujet donc, du répertoire des représentants d'intérêt. En fait, effectivement, les représentants d'intérêt, lorsqu'ils viennent voir notamment le directeur général de la NSM, devront, surtout si c'est pour modifier une loi ou un règlement, une réglementation, le déclarer dans ce répertoire. Voilà. Donc effectivement, ça suppose qu'il y ait aussi chez nous une certaine traçabilité de nos relations avec les industriels. Alors, bon, après, je laisserai. Alors, en interne aussi, nous travaillons actuellement à un projet aussi justement de savoir et de rendre transparent, bon, pas détailler le compte rendu de toutes les réunions, mais quel type de réunions nous avons avec les industriels, notamment soit dans les comités d'interface, bon là c'est tout à fait transparent,
soi, mais aussi des réunions qui peuvent avoir lieu dans le cadre de procédures européennes, ce qu'on appelle des réunions de présoumission, effectivement, qu'est-ce que c'est que ces réunions de présoumission, et surtout qu'est-ce que ça n'est pas. Ce ne sont pas des réunions où un laboratoire vient entre guillemets faire son marché à l'agence. Donc ça, c'est de rendre un petit peu transparent le type de réunion que nous pouvons avoir avec les industriels. Donc c'est une réflexion que nous avons en cours. Et puis juste pour compléter ce que dit Dominique Martin, nous avons eu effectivement certains de nos experts ont été sollicités par une firme pour participer, enfin par une société de prestataires de services, parce qu'on ne connaît pas exactement la firme qu'il y avait derrière, pour participer à une étude sur certaines molécules avec des avantages tout à fait conséquents. Et donc nous avons adressé un courrier où... Sollicité en tant qu'expert proche de l'ANSM, c'était clairement exprimé. Mais aussi aux experts pour dire attention, voilà, les mettant un petit peu en garde contre ce type de sollicitation qui contrevenait aux règles d'indépendance. Voilà. Mais donc effectivement, je dirais qu'il y a tout un travail en cours et que nous allons, on est dessus, pour tout vous dire, sur voir quels sont les types de relations que nous pouvons avoir avec les industriels. Mais une première étape, c'est avec les comités d'interface qui ont été mis en place. Il y a déjà un cadrage très important. Les comités d'interface avec les industriels, les professionnels, etc. sont déjà très cadrés, ils sont totalement transparents. Il y a des comptes rendus, donc tout ça est déjà très cadré. Mais il y a certaines réunions plus particulières qui sont tracées par les directions, mais qui, de notre point de vue, ne le sont pas suffisamment. Et donc là, on est en train de travailler pour pousser encore plus loin cette transparence sur des réunions qui sont typiques de ce qui se fait dans ce type entre régulateurs et industriels, que ce soit à l'EMA, dans les autres agences ou chez nous, mais sur lesquels on doit accentuer la traçabilité et la transparence. Je voulais simplement sur ce sujet insister aussi sur l'importance de la pédagogie d'ensemble, parce que le problème derrière tout ça, malgré tout, c'est la crainte du soupçon. On disait tout à l'heure, il faut que chacun soit capable de s'interroger, de se poser les bonnes questions en matière de déontologie. Il faut des règles, mais il faut aussi veiller à ce que ça ne devienne pas un système qui entretienne le soupçon. On rend les choses visibles, elles ne sont pas nécessairement scandaleuses. Le fait qu'il y ait des liens, et osons le dire, également des liens d'argent entre des producteurs d'idées et des producteurs de réalisation, c'est-à-dire la recherche, l'innovation. La recherche, ça coûte beaucoup, beaucoup d'argent, on le sait tous, et on sait aussi que le financement public de la recherche n'est pas en expansion, et que donc ces financements doivent être complétés. Il y a l'intérêt aussi des acteurs économiques, etc. Donc le fait qu'il existe des liens n'est pas en soi un scandale. Et c'est très important, me semble-t-il, que les autorités de l'État, les autorités locales, enfin toutes les structures concernées dont nous faisons partie, soient très pédagogiques là-dessus. On fait un effort de transparence, mais on ne rend pas les gens coupables par avance. Et ça, c'est important parce que par rapport à votre question, c'est une des choses qui peuvent conduire à des effets secondaires non souhaitables. On peut avoir, par exemple, des jeunes chercheurs qui abandonnent des projets et des processus de recherche à cause d'un ressenti à la fois d'une complexité des dispositifs auxquels ils sont soumis aujourd'hui. Pour un jeune chercheur, c'est quand même très complexe, honnêtement, aujourd'hui, il faut s'y retrouver. Et en même temps, de cette espèce de mise en visibilité et en soupçon. Voilà. C'est ce que M. Martin appelait le risque nucléaire. Enfin, c'est-à-dire que moi, je suis élu d'un territoire où on fabrique beaucoup de médicaments autour de Dreux, pour le pharma. Grâce, je peux dire, à la pression faite ces dernières années sur le prix du médicament, effectivement, les labos sont en train de commencer à comprendre qu'ils ont intérêt à travailler différemment aussi et peut-être à se tourner vers les centres de recherche publics pour essayer de mutualiser des phases de développement, etc. On sent qu'il y a une vraie révolution du côté des laboratoires dans la façon de fonctionner, qui peut aussi intéresser effectivement le monde des CHU, donc le secteur public de la recherche. Donc on est bien d'accord qu'il faut, mais tout ça ne peut se faire que dans la plus grande transparence, quoi. Donc
notamment sur les avis, j'observe que à l'ANSM, les déclarations d'intérêt ne sont pas anonymisées, enfin, elles sont individuelles, mises en ligne, etc. Et la seule partie qui est masquée, c'est celle qui concerne le conjoint. C'est conjoint ou proche parent, mais enfin, proche parent, mais on ne dit pas qui, on ne dit pas quoi exactement. C'est pas reconstitué. Mais bon, cette transparence qui permet aussi, effectivement, qui est le cadre de la relation dépassionnée, hors du soupçon, mais tout ce qui n'est pas mis dans la lumière, malheureusement, peut être l'objet de soupçon, quoi. Donc c'est pour ça qu'on est assez militant quand même de la publicité d'un certain nombre de choses pour que les choses soient clairement dites, quoi. Peut-être une question. Ce que dit Monsieur Bois, pardon, c'est que ces procédures qui sont nécessaires de transparence de déclaration ne soient pas elles-mêmes génératrices d'un soupçon voilà, excessif, et que, alors même qu'on a besoin de gagner en confiance vis-à-vis de l'action publique, cet exercice de transparence ne finisse par laminer. Donc on a vraiment un exercice d'équilibre et des processus complexes sur cette notion de déclaration. Pardon, une question pour Mme Destet en tant que chef de corps. Les avis de la commission de déontologie sont adressés, lorsqu'il y a des réserves notamment, sont adressés à la personne et à l'employeur. Et la police de ces avis, enfin le respect de ces avis, les réserves qu'il y a dans les avis, normalement, relèvent du chef de corps. Est-ce que vous avez des moyens en tant que chef de corps pour assurer de manière un peu opérationnelle le respect de ces réserves? D'accord. D'accord, très bien. Tourner vers le monde des entreprises. On a eu 2 départs vers le secteur privé qui ont fait l'objet évidemment d'un avis qui ne posait pas de problème de la part de la commission. Voilà, donc je n'ai pas de cas particulier sur lequel je puisse m'appuyer. Mais enfin, je n'imagine pas, je ne suis pas sûre de bien saisir votre question. Ces avis s'imposent. Je ne vois pas. Je suis sûre d'avoir bien compris votre question sur le rôle du chef de corps face à la commission de déontologie. Le chef de service, le gestionnaire du service en tout cas, est censé faire respecter les avis quand même de la commission de déontologie. Alors, effectivement, ça se pose plus ou moins. Il y a des corps sur lesquels il y a des enjeux économiques directs très importants, avec des interdictions d'entrer en contact. Bon, ça, mais effectivement, s'il y a peu de départ vers le privé, la question perd de sa pertinence. Et je vous dis qu'il n'avait pas posé de problème à la commission. Très bien. Écoutez, merci à tous pour les échanges que nous avons pu avoir. Je vous invite quand même à nous renvoyer les questionnaires écrits pour qu'on puisse après les reprendre au moment de la rédaction du rapport et le cas échéant revenir vers vous s'il y a des points à creuser un petit peu avec vous. Merci.